Merci aux organisateurs de m'avoir invité à participer à cette rencontre où il est question de mémoire, de rupture et de transmission, thématique très chère aux psychanalystes. J'avais donné un titre à ma communication auquel je ne serais pas très fidèle, sans pour autant m'éloigner de la thématique. L'histoire et la psychanalyse ont des vies parallèles. Elles se rencontrent dans l'émergence du passé, dans le présent, un passé qui laisse des traces. Lorsque les traces ont disparu, le travail de l'historien et du psychanalyste devient plus difficile, plus complexe, mais tous les deux restent sur le chantier. En attendant ou en construisant, en faisant des hypothèses, ils partagent également la recherche de la vérité, la recherche du sens des choses, dans l'inconscient intemporel pour les uns, dans les profondeurs du temps pour les autres. Nous savons depuis les premiers pas de la psychanalyse que les gens souffrent de leurs souvenirs, mais ils souffrent aussi d'expériences qui ne se construisent pas en souvenirs et qui se déchargent à travers des comportements ou des actes, souvent de manière compulsive. Le travail de la mémoire, c'est un travail actif de se souvenir contre cette contrainte de répétition, ces décharges dont j'ai parlé, souvent violents, qui ont quelque chose de passif. Et ce travail nécessite presque toujours un autre, un tiers. La clinique des survivants et de leurs descendants se trouve souvent devant des situations de manque de souvenirs, surtout quand il s'agit de traumatismes très précoces. Changer de lunettes. Non. La littérature a offert beaucoup de récits de la perturbation de la mémoire causée par la Shoah, comme par exemple l'œuvre autobiographique de Georges Perec avec la célèbre phrase Je n'ai pas de souvenir de mon enfance. Et aussi, dans Austerlitz de Sebald, je soupçonnais qu'en réalité, je n'avais ni mémoire, ni capacité de penser, ni même d'exister, que toute ma vie, je n'avais fait que m'effacer et que j'avais tourné le dos au monde et à moi-même. Mais comment dire une vérité qui n'est pas été révélée à cause d'un traumatisme? Comment dire une vérité perdue pour la psyché? D'autant plus qu'elle s'accompagne d'une perte de confiance en l'autre. D'autre part, l'illusion d'une catharsis immédiate, cette expérience révélatrice, quasi mystique, outre qu'elle est impossible, peut être douloureusement traumatisante. Comme écrit la psychanalyste Rachel Rosenblum, on peut mourir parce que certaines choses n'ont pas été dites. On peut aussi mourir parce qu'elles ont été dites, parce qu'elles n'ont pas été dites, bien dites, ou bien entendues, ou bien reçues. Le mot après, dans le titre de ces rencontres, m'a envoyé immédiatement à l'après-coup, terme freudien. Selon le concept de l'après-coup, la mémoire suit un processus de superposition temporelle en deux temps, où les traces mnésiques, traumatiques, sont reconstruites en fonction des circonstances ultérieures, acquérant ainsi une nouvelle signification. Ainsi, l'événement original refoulé est ramené à la mémoire par le biais d'un autre événement, apparemment trivial ou insignifiant parfois. Il y a un remaniement des traces mnésiques traumatiques et donc euh, l'élaboration du passé à travers le présent. Pour faire vite, je peux dire, il y a un temps où les choses ont lieu, un deuxième temps où les choses se réveillent. Le traumatisme, surtout lorsqu'il est précoce, comme j'ai dit, perturbe la capacité de penser et de symboliser, surtout lorsque l'envi- l'environnement ne reconnaît pas la nature traumatique de l'événement. Dans ces cas, l'après-coup a du mal à fonctionner. Il se crée alors une lacune, un trou, qui nécessite un travail de repérage indirect. Les trous de mémoire, d'autre part, restaurent une certaine compréhension psychanalytique du traumatisme qui a beaucoup souffert d'une très grande simplification du terme.
notamment dans une perspective pragmatique qui la prive de la densité qui lui confère la- les stratifications temporelles. Elle, elle identifie l'événement où on acquiert une relation exclusivement causale. Donc, la psychanalyse a traversé les deux grandes guerres, comme vous savez. Les névroses de guerre mises en évidence par les tranchées de la Première Guerre ont apporté de nouvelles données cliniques et métapsychologiques. Quant à la Seconde Guerre mondiale, elle fait progresser la prise en compte de ces névroses avec deux paramètres supplémentaires. Les conséquences psychiques des persécutions racistes et de l'expérience des camps, et aussi le pouvoir de fascination du nazisme. Le syndrome du survivant, 1970-1990, est pourtant très discutable, selon moi, en tant qu'entité clinique, nomme l'expérience de ceux qui ont traversé la mort et survécu, ainsi que des victimes indirectes du génocide juif. Le choc traumatique provoque une déconnexion de la conscience, de sorte que l'événement inacceptable, non, oui, enfin, euh, oui, devient inacceptable. Le sujet sait, ne sait pas. Donc, pendant longtemps, il n'atteint pas le désespoir. Il survit psychiquement, mais reste dans une ignorance de lui-même. Le traumatisme, ce traumatisme-là, prend progressivement une forme collective et en quelque sorte, entre guillemets, héréditaire. La notion de transmission intergénérationnelle devient alors centrale. L'horreur cachée traverse le temps en passant par les générations, où un nouveau traumatisme en réveille un autre, vécu par une génération précédente. Si l'on pousse cette problématique à l'extrême, on peut dire que l'histoire individuelle incarne les trous et les traumatismes que de l'histoire du monde entier. En ce sens, le travail psychanalytique rencontre la grande histoire. Je vais m'attarder un peu pour, dans ce moment pour prolonger la discussion qu'on a eue hier quand Annette a parlé par rapport au pourquoi de l'antisémitisme. Après tout, l'antisémitisme est une sorte de passion, et une passion ne se rend jamais un argument, aussi fort soit-il. La connaissance n'est jamais convaincante, surtout quand il s'agit de phénomènes humains. Nous connaissons relativement bien les mécanismes de l'antisémitisme, et pourtant, nous sommes toujours choqués par sa résurgence, parce que, jusqu'à présent, la condamnation morale, en tant que d'analyse, n'ont pas apporté le résultat que nous attendions. Yolanda Gambel, psychanalyste israélienne, dit: abstenons-nous d'insister pour donner un sens à la Shoah, d'accepter des réponses rapides sur le pourquoi des événements, car nous plaçons alors involontairement le crime dans le domaine du nécessaire, alors qu'il faut en rechercher les conséquences dans le présent, en acceptant sans attendre que le sens d'un crime aussi énorme se livre de lui-même, précisément à cause du manque de sens qui l'habite sans cesse. Car il n'y a pas de réponse à la question pourquoi les Juifs ont été ciblés par une extermination massive. Les Juifs d'Europe sont morts parce qu'ils étaient Juifs, dit-on. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont morts parce qu'ils ont été tués. Le point final. Toute réponse à la question du pourquoi se résume à quelque chose d'immoral, que l'on appartient ou non à ce peuple, c'est-à-dire à l'humanité tout entière. Nous sommes tous, à ce sujet, face à une rupture de pensée, une rupture de sens. Le pourquoi alors n'a pas de réponse, et la barbarie humaine mettra toujours à l'épreuve l'humanité de chacun. L'antisémitisme, d'ailleurs, n'est rien d'autre qu'un préjugé très interprété, mesquin, grossier et répétitif, alors que ce qui attire l'esprit de chacun d'entre nous, c'est le souvenir tangible d'un acte, d'un événement, un événement qui a une lourde matérialité, précisément
parce que 6 millions de personnes sont parties en fumée. Et depuis, Auschwitz est le seul point de départ possible, dit Gerbes. Nathalie Salzman, psychanalyste, l'exprime en termes psychiques. Il est désormais inscrit comme une possibilité qu'un homme puisse cesser d'être un homme à ses propres yeux et aux yeux des autres. La question qui se pose immédiatement est la suivante. Comment chacun a-t-il été affecté par la destruction du judaïsme européen? En quoi nous a-t-elle transformés? Et, ce qui m'intéresse personnellement, en quoi cette catastrophe a changé la psychanalyse? Parce que cet événement, c'est une bombe à feu lent. Le nazisme n'a pas laissé intacte la psychanalyse. En tant que science juive, la psychanalyse en Allemagne est tombée pendant les années nazies dans la catégorie de la psychothérapie adaptative sans juifs, sans juifs, ayant passé sous le bulldozer de l'épuration ethnique. Il a fallu quelques décennies après la guerre pour qu'elle retrouve sa place à Berlin. Les silences gardés sur cette période dans la communauté psychanalytique ont eu des conséquences transgénérationnelles qui ont atteint, même 30 ans plus tard, jusqu'à la société psychanalytique brésilienne dans une autre dictature. La psychanalyse, on vient de dire qu'il n'est pas sorti intact du nazisme. Non seulement au niveau de la vie humaine, patients et analystes ont été déportés et assassinés, mais aussi au niveau de la culture et de la langue dans laquelle elle a été inventée. On en a beaucoup parlé de ça. Ce à quoi nous avons un peu moins réfléchi, ce sont les changements que le nazisme a pu apporter à la métapsychologie et à la pratique psychanalytique. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Laurence Kahn, psychanalyste française, dans son livre, son dernier livre d'ailleurs, de 2018, Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse, présente ses longues recherches à ce sujet. Le titre est inhabituel. Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse. Elle ne dit pas les effets ni les conséquences qu'on pourrait s'attendre. Elle dit ce qu'il lui a fait. Il s'agit d'un acte. Je résume un peu vite de quoi elle parle. Le fait que la recherche clinique des psychanalystes sur la Shoah se soit principalement centrée sur le traumatisme extrême et la pathologie des victimes, avec l'empathie comme méthode prédominante de traitement et de communication, constitue pour elle une diversion et une désorientation de la psychanalyse. Immédiatement après la guerre, dans leur travail avec les survivants de la Shoah, nombreux psychanalystes, surtout aux États-Unis, réintroduisent le concept du traumatisme de telle sorte que le traumatisme est remplacé par l'événement. Événement égale traumatisme. Ils considéraient qu'ils avaient affaire à un organe psychique tellement traumatisé qu'il ne fonctionnait presque plus, écrit Laurence Kahn. Mais se demande-t-elle, si leur organe psychique ne fonctionnait pas, comment ces personnes ont-elles survécu dans des conditions aussi difficiles? Très près du fait, ces analystes, et eux-mêmes traumatisés, pour la plupart, pas tous peut-être, voulant sauver ces personnes, ils ont placé le traumatisme comme bouclier sur l'écoute de l'inconscient. En quelque sorte, ils ont privé leurs patients survivants de leur inconscient, sans le vouloir, consciemment aussi de leur côté. Ainsi, les conflits intrapsychiques ont été largement mis de côté, aussi bien que la notion de la destructivité humaine chez chacun, tandis que l'expérience des camps était abordée comme quelque chose d'irreprésentable, irréductible, irréductible, indicible, comme une mort psychique. L'inconscient, le refoulement, la transmnésique, l'après-coup et d'autres concepts psychanalytiques ont été comme mis en désuétude et avec toute la
et avec eux toute la complexité et la dynamique de la vie psychique. Quant aux survivants, eux, ils se sont trouvés réduits en un état de passivation, ne représentant que le trauma. Euh, L'interaction de la psychanalyse avec les faits est un très grand chapitre, de toute façon. Pour la psychanalyse, un événement n'a pas valeur en dehors de la psyché. Il n'acquiert le statut d'événement que par ses effets et n'est perçu comme tel que rétrospectivement dans l'après-coup. En d'autres termes, nous sommes appelés à mentaliser, à psychiser, à intérioriser, à nous identifier à un tel événement, dans notre cas au génocide. Est-ce possible? Jusqu'à quel point peut-on comprendre ce phénomène sans perdre la raison? Comment pouvons-nous poser des questions sans tomber dans une identification mortifère, permanente, je dirais, avec ce que les histoires individuelles de cette tragédie humaine portent de mortel? Et si quelque chose est impensable, que signifie-t-il comprendre l'impensable? Car le problème de l'extermination des Juifs est, c'est vrai qu'il est accompagné d'une tentative d'éliminer les preuves. euh, il a été accompagné d'une tentative d'éliminer les preuves de cette extermination, de la rendre impensable. Depuis, la certitude qu'elle a eu lieu est entourée d'une désagréable aura de suspicion qui ne la quitte jamais. Et de temps en temps, le même doute revient. Le langage du déni est d'ailleurs très subtil. Par exemple, lorsqu'il véhicule le terme de camp de concentration, là où il faudrait dire camp d'extermination, créant une confusion qui aplatit tout. Passons un peu à la clinique. Euh, la mémoire de l'ombre des camps résonne indubitablement dans les cabinets des psychanalystes. Il y a des moments où on entend les gens perdre l'humain en eux. Des expériences d'abolition de l'humain qui ont la capacité de détruire la relation à l'objet, la relation à l'autre, de cette manière particulière où ce n'est pas un objet qui est perdu, mais la trace même de la perte qui est perdue. C'est-à-dire que la psyché est détruite en même temps que l'objet, rendant impossible tout deuil, toute possibilité de protestation. En analysant ma longuement parlé d'une par- d'une personne qu'il ne voyait plus. Ils s'étaient séparés, ils se voyaient perdus. Pour ma part, je me demandais si au fond de lui, il était aussi seul qu'il me disait. Et si je devais lui signaler quelque chose qu'il semblait ne pas reconnaître, tout en étant tout près de sa conscience, à fleur de peau. Pour introduire un peu de nostalgie dans la froideur qu'il semblait vivre, je lui dis alors, vous ne le voyez pas, mais vous l'imaginez, vous le gardez à l'esprit, et en tête, analysant. Je n'imagine rien, je n'imagine jamais personne. Encore une fois, vous ne comprendrez pas. Tout ce que je perçois, c'est qu'il manque quelque chose. Voilà, c'est un moment d'abolition de l'autre. Il reste quand même, la trace d'un trou, qui est quelque chose qui manque. Au lendemain de la guerre, euh, ce- Janine Spiergel, grande psychanalyste, écrit dans un numéro de la revue française de psychanalyse dans les années 2000, dans le même numéro, il y avait un texte de Janine Alpignon. Euh, elle parle alors dans ce texte, Janine Spiergel, d'une, elle raconte l'histoire d'une jeune femme revenue de la déportation qui alla consulter une psychanalyste. Dans le premier entretien, il n'y a pas eu d'autre. Elle lui raconte quelques épisodes de son expérience concentrationnaire. L'analyste, qui l'écoutait attentivement, sans dire un mot, jusqu'à la fin de l'heure, lui demanda alors, dans quel mauvais roman avez-vous lu tout ça? Les événements de la Seconde Guerre mondiale donnent des formidables informations sur le psychisme humain.
Quelle incroyable dichotomie rendrait un psychanalyste indifférent à leur égard, écrit Smirgel. Peut-on croire que nos patients sont très différents de ceux qui ont commis des génocides, de ceux qui ont fait semblant de ne rien voir, de ceux qui ont simplement obéi aux ordres? Il est certain que les analystes eux-mêmes portent tout cela en eux. Comment s'étonner que nous nous sentions démunis face à certains patients, qu'on appelle des patients difficiles maintenant, alors que l'histoire de ce siècle a montré avec quelle facilité le surmoi peut être chassé et la raison peut être mise à l'écart, entrant au service de la déshumanisation de l'autre. Cela peut-il être sans intérêt pour un psychanalyste? Et pourtant, de nombreux analystes ne reconnaissent pas dans le matériel d'analyse les signifiants associés à la Shoah. Ils ne reconnaissent pas, par exemple, que pour les Juifs, un train fait rarement référence à une excursion en train. C'est vrai. Quant à l'antisémitisme, entre guillemets, de leurs patients juifs, la plupart du temps, ils ne la comprennent pas. C'est comme s'ils oubliaient, ces psychanalystes, que le DIP est au cœur de la psychanalyse, que ces patients ont un appareil psychique et que leur antisémitisme exprime tout simplement leurs sentiments vis-à-vis à la génération précédente, dans le DIP. Ce que Janice Birkel nous dit ici me semble essentiel. Elle nous parle de la catastrophe, mais elle parle aussi de la continuité, ce qui est le sujet de notre rencontre aujourd'hui. Les repères peuvent être perdus, le surmoi peut basculer dangereusement, mais la psyché humain, est à l'œuvre pour peu qu'on sache l'écouter. Derrière des signes du temps, derrière les déguisements, l'humain, le DIP, tient bon. Euh, Une patiente à moi, très jeune, autour de 25 ans, veut faire un stage artistique dans une forêt en Pologne. Elle ne sait pas si elle serait à la hauteur de ce stage. Elle a souvent le sentiment de perdre ses forces. Elle ne fait pas beaucoup de gym. Elle se sent pas en forme. Elle se demande aussi comment elle va payer son inscription à ce stage. Et puis, elle se met à parler, encore une fois, c'est pas la première fois, de ses sentiments très ambivalents vis-à-vis de sa mère, à laquelle elle s'adresse pour demander des sous pour son inscription au stage. Et la mère ne lui a pas répondu immédiatement. Elle lui a dit, je te dirai. De son côté, elle n'a aucune envie d'être gentille avec sa mère. Elle ne lui a même pas offert des fleurs pour la fête des mères. Vous voyez que cette séance est très récente, il y a 2, 3 jours. Et après un court silence, elle dit qu'elle se demande si elle doit visiter Auschwitz, une fois en Pologne. Elle l'associe sur moi. Elle pense que peut-être je suis juive, que Auschwitz me concerne. Elle avait aperçu il y a longtemps sur Internet un article que j'avais écrit à ce sujet. Elle ne sait pas. Elle a entendu que ce n'est pas agréable là-bas, qu'il y a des tonnes de peine. Elle ne croit pas que ça va lui faire du bien d'y aller. Tout ça, tout c'est propre. Propre, c'est quoi? Elle m'explique que propre, c'est les objets qu'on utilise dans le tournage des films pour la scénographie, des objets qu'on met pour la scénographie. C'est à cause de moi qu'elle y a pensé elle-même. Bon. Je pensais à son ambivalence vis-à-vis de moi et derrière moi vis-à-vis de sa mère. C'est cette ambivalence d'ailleurs qui l'épuise, qui l'affaiblit. Elle n'intériorise pas quelque chose de la force de l'autre, parce que pour elle, ceci représente un danger psychique. Auschwitz. J'interprète son transfert à inconscient. Par ailleurs, elle a un transfert positif vis-à-vis de moi. Alors, j'interprète son transfert inconscient. Vous voulez mon soutien, je lui dis, pour se poser, et vous pensez qu'en échange, vous devez visiter Auschwitz. Mais d'autre part, vous ne voulez pas cet échange avec ses propres, avec ses objets sans âme.
Un peu plus tard, dans la même séance, vous cherchez le soutien financier de votre mère, je lui dis, un peu plus tard, euh, et en même temps, vous ne voulez pas le toucher, comme si ça pouvait vous enfermer dans ces ténèbres, dans les camps. J'ai l'impression, mais ça, je me suis souvenu, je ne suis pas tout à fait sûr que c'est vrai, quand j'écrivais ce, ce- ce- ce moment, cette vignette, que peut-être qu'elle m'avait raconté que sa mère lui peignait les cheveux d'une manière abrupte. Je sais pas. Je suis pas tout à fait sûr. Le mot propre était choquant pour moi, lié évidemment à ses sentiments virulents dans son transfert maternel vis-à-vis à moi, que rarement elle exprime d'une manière aussi claire, sinon sous forme de projection idéalisante à mon sujet, et qui cache évidemment une agressivité. Les peignes comme les lunettes et les chaussures qu'on voit dans les grandes vitrines du camp, pour nous, elles représentent des êtres qui les portaient. Mais pour elle, en ce moment précis de son analyse, étaient des objets scéniques, déshumanisés, déshumanisés par elle. Cette fille qui, par ailleurs, est très sensible, bon. Mais à ce moment, elle exprime quelque chose de très déshumain. Elle exprime son côté déshumanisant. Vous allez me dire que Auschwitz, ici, c'est juste une métaphore, ce qui est vrai, mais ce n'est pas n'importe laquelle. Une chose est évidente, on ne peut pas penser à visiter Pologne sans penser à Auschwitz. Pierre Fedida, qui conteste la conception humaniste, qui considère la Shoah comme impensable, la considère comme une attitude dangereuse de la, de la, de la voir comme impensable, parce qu'elle entre involontairement en collusion avec la conception nazie qui efface les traces. À l'effacement des traces, il dit, il faut opposer la nécessité d'imaginer. Et quand nous disons imaginer, malgré les protestations qui s'élèvent en nous, je veux dire aussi imaginer la condition humaine des SS, en plus de celle de la personne déplacée, déportée. Je ne sais pas si j'ai le temps, je ne vais pas dépasser le temps. Ok, ok, ok. Oui, oui, ça ne va pas être plus que ça. Je passe encore à une autre vignette de Spiegel qui a très bien écrit sur ces sujets euh, de la clinique des survivants. Alors là, elle nous parle d'un patient de 68 ans, ancien déporté à l'âge de 12 ans. Il a été déporté quand il avait 12 ans, qu'il voit en thérapie depuis 2 ans, à l'époque où elle écrit le texte. Il est venu la voir, après la mort de son précédent analyste, qu'il a traité pendant 20 ans. Cet homme, il avait une enfance très misérable, dominée par la pauvreté, le froid, la neige, la maladie du père, la mère qui lui donnait des coups, euh, l'instituteur qui donnait des coups aux trois élèves juifs devant les autres en classe, enfin, la totale. Son expérience des camps était horrible. Je passe pas le détail. Son ami a été exécuté devant lui, son père aussi. L'enfer le plus complet. Lui, il a été sauvé dans la liste de Hitler. Donc, cet homme, en séance, il parle sans arrêt en passant d'un sujet à l'autre, ou plutôt en coupant un sujet pour passer à l'autre, sans laisser le temps de penser ses pensées, se laisser, et sans laisser aussi le temps à son analyste de pensée. De temps en temps, quand il mentionne ses expériences les plus pénibles, il s'arrête et dit, vous ne me croyez pas. Plusieurs fois, il dit, Janice Merkel, je me suis essayé à lui suggérer que ce qu'il me disait était si effroyable qu'il ne pouvait pas le faire sien, qu'il ne pouvait pas y croire. Il me regardait poliment, sans réaction. Un jour, quand il a de nouveau exprimé cette phrase, vous ne me croyez pas, Merkel lui raconte le fameux rêve de Primo Levi. Vous le connaissez tous, là où il est
Il commence à parler de son expérience d'Auschwitz, de son entourage, il y a sa sœur, il y a pas tout le monde autour de lui. Et il se rend compte très vite qu'on ne l'écoute pas. Je dis à mon patient, elle dit, hein, que les déportés eux-mêmes ne croient pas à cette réalité. Une partie d'eux-mêmes, représentée par des gens indifférents dans le rêve, n'en veut rien savoir. Tandis une autre éprouve un violent besoin de rester en contact avec cette réalité et de la faire sienne. On sait qu'il s'agit d'un rêve très répandu chez les déportés. Un rêve d'angoisse dont l'enjeu n'est rien moins que la cohésion du moi. Le traumatisme provoqué par l'expérience concentrationnaire n'a pas été qu'un choc violent. Il constitue une menace pour l'intégrité de l'ensemble d'organisations psychiques. C'est à ce dilemme entre la désorganisation psychique ou l'acceptation d'une insoutenable douleur liée à l'intégration de la réalité que le rêve représente échouant dans sa fonction parce qu'il ne propose pas une solution. À la suite de cette séance, les choses commencent à bouger. Je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé ensuite. Au moins, je vous dis qu'il a commencé à prononcer la phrase « Vous n'allez pas me croire ». Il est aussi question d'une statuette qui se trouve dans le cabinet de l'analyse, qu'il associe à la mort de son père. Bon, il commence à vraiment à dégeler. Ça. Mais ce que je voulais souligner ici et que Janice Birkel met en valeur, c'est la référence à un objet tiers, et notamment à un élément appartenant à l'aspect artistique, un livre, une œuvre d'art. Pour confronter le témoignage à sa propre croyance, et souvent à les croyances collectives, peut et doit être secondé souvent par l'art plastique, le cinéma, etc. L'effrayante fréquence de suicides constatée chez les déportés très longtemps après leur libération tend à montrer que la blessure narcissique du moi infligée par cette expérience terrible ne s'est jamais enfin refermée. Le déni et le clivage qui l'accompagnent déforment, pâlissent, amputent, annihilent le souvenir. Défaire les dénis et les refoulements donne accès aux souvenirs et à la réalité. Celle-ci, pourtant, est une telle douleur, un tel effroi, qu'on ne peut l'atteindre que si elle se présente voilée. Donc, voilà, l'art et d'autres moyens. Il faut donc, afin que que la regarde ne meure point, lui trouver des écrans, des paravents, des filtres. L'art, sous toutes ses formes, est apte à les offrir, alors qu'en même temps, il permet de toucher la vérité, celle de la réalité psychique. Il faut ajouter ici, et je termine, que le devoir de mémoire repose avant tout sur un travail collectif de déconstruction des dénis. Il est rarement possible de l'accomplir au moyen d'une confrontation directe, comme j'ai dit tout à l'heure, à des documents souvent insoutenables. Mais il est possible de la faire en, en utilisant des truchements divers. Le chemin de cette intégration passe souvent par la fiction elle-même, la littérature, car la fiction n'est pas le contraire de la réalité. Elle ne vient pas seulement combler les trous de la mémoire, les trous de la réalité, elle se mêle à la réalité, à la mémoire, elle fait mémoire. On peut dire aujourd'hui que une œuvre littéraire comme celui de Sebald, et notamment Austerlitz, je ne vais pas sur ça, mais surtout son livre Austerlitz, que j'ai beaucoup étudié, mais comme que beaucoup d'autres, font partie de la mémoire de la Shoah, tout en étant de fiction, hein, de livres. On peut dire alors que la vérité historique rétablit la réalité et la fiction. La vérité, on peut dire alors que la vérité historique établit la réalité et la fiction la vérité des personnes qui l'ont vécu. Car la vérité personnelle a besoin, comme
je répète la même chose, mais quand même, je trouve que ça c'est important, a besoin d'un voile de fiction. C'est ce que nous définissons comme travail de mémoire, non seulement la restauration de la mémoire, toujours contaminée par l'inconscient, mais la construction de la mémoire. Je vous remercie.